Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à cette table ronde dédiée à la pédagogie du bouleversement. Une table ronde importante parce qu'on va parler du changement climatique et surtout comment on peut vulgariser ce sujet scientifique aujourd'hui primordial et urgent. Et pour en parler avec nous, il y a Sophie Zopa. Alors Sophie Zopa, vous êtes directrice de recherche au CEA, au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, et vous vous êtes penchée sur les bases physiques du changement climatique pour la première partie du dernier rapport du GIEC. À votre droite, il y a Jean Krug. Vous êtes glaciologue, mais vous alliez aussi la science et l'imaginaire avec un premier roman où justement vous nous emmenez dans les glaces, mais avec votre compétence de glaciologue. Il y a également parmi nous Elisa Berham. Vous avez écrit Rêveur Zéro, c'est chez La Talente, et ça tombe bien puisque durant cette table ronde, on parlera aussi beaucoup de nos perceptions. Donc Rêveur Zéro tombe à point. À côté de vous, il y a Franck Celsis. Franck Celsis, vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Vous avez une compétence climatique aussi, mais également pour les autres planètes que la Terre. Et évidemment, la culture scientifique est quelque chose qui vous passionne également, tout comme la science-fiction. Pour introduire cette table ronde, Sophie Zopa, vous avez donc participé directement à la rédaction du dernier rapport du GIEC. Ce n'est pas votre première mission de la sorte. Qu'y avait-il de spécifique au dernier rapport en matière de pédagogie ? Alors, ce rapport, il nous permet de faire l'état des lieux des connaissances et en particulier de voir ce qui est vraiment consolidé par différentes lignes de preuve, c'est-à-dire en même temps la théorie et les observations. Donc parfois, ça peut donner l'impression pour des gens qui ouvrent, en particulier le résumé pour décideurs ou qui en entendent parler dans les médias, qu'on enfonce des portes ouvertes puisqu'on réaffirme qu'on est bien dans un changement climatique et qu'on l'observe et qu'il va s'aggraver. Mais en fait, il y a vraiment cette nécessité de remettre ensemble l'ensemble des éléments de preuve. Donc c'est vraiment quelque chose qui est spécifique, c'est pas une publication, c'est un état des lieux des connaissances. Et de tout ce travail qu'on fait, ensuite on fait une espèce de distillation qui est assez compliqué entre nous, pour en sortir la substantifique moelle et écrire un résumé pour décideurs, qui est quelque chose qui sert ensuite pour les négociations et en particulier pour la COP qui va s'ouvrir, qui s'ouvre aujourd'hui, je crois, ou demain, et qui permet de renégocier les accords internationaux pour lutter contre le changement climatique. Donc ce résumé pour décideurs, qui est vraiment le résultat de ce processus de distillation, il a toujours paru un petit peu obscur à lire, et cette fois on a vraiment fait un gros travail pour essayer de l'écrire d'une manière qui soit la plus compréhensible possible. Alors ça reste pour les décideurs, c'est pas quelque chose qui est écrit pour un très large public, mais on peut penser quand même que les décideurs n'ont pas toujours une culture scientifique qui leur permet d'aller très loin dans les processus. Donc c'est un équilibre entre faire passer ce qu'on connaît mieux d'une manière qui soit compréhensible et qui soit acceptée à la fois par notre communauté scientifique et aussi par les différents gouvernements qui sont représentés. Quand on fait l'approbation de ce résumé, on le lit ligne par ligne, et pour chaque ligne, l'ensemble des gouvernements peuvent intervenir et faire modifier tel ou tel mot, telle ou telle phrase. Donc il y a cet enjeu d'en faire quelque chose de clair, de ne pas le dénaturer au moment de l'approbation avec les gouvernements. Donc là, voilà, on a fait aussi un gros travail sur les figures pour essayer de les épurer, de faire que ce soit relativement simple, là où avant on avait tendance à mettre beaucoup d'éléments. Mais en tout cas, il y a un enjeu de pédagogie vers la décision et vers le fait de faire correctement passer quelques messages simples, mais qui sont indispensables pour que tout le monde parte sur une base commune dans les négociations. Le rapport du GIEC, c'est aussi quelque chose qui est très médiatisé, donc qui s'adresse beaucoup au public. Franck Celsis, quel est le rôle d'un rapport comme celui du GIEC pour faire évoluer les consciences sur un sujet comme celui-ci ? Alors là, vous me posez une question difficile. Je pense qu'on vit dans un monde où l'information est disponible, et c'est aux gens de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de cette information. Il y a un effort considérable qui est fait au niveau du GIEC pour que cette information existe à différents niveaux d'accessibilité, et notamment pour les décideurs. Donc ça, tout le monde peut le lire. Généralement, les médias ont ensuite repris ce rapport. Alors,
peut-être préciser pour les gens que c'est la première partie d'une trilogie, de trois aspects de ce rapport. Ça, c'est la partie pour l'instant la plus scientifique, la plus technique sur l'état des lieux du climat et de nos connaissances de ce climat et du changement. Il y aura les effets sur la biodiversité et sur les humains dans le second et des préconisations, des recommandations, des directions possibles pour limiter la casse dans le troisième. Donc je pense que là où ça piquera le plus, c'est dans les deux autres. Dans ce rapport-là, moi je ne suis pas climatologue, ou en tout cas j'étudie les atmosphères, mais des autres planètes, disons les généralités des climats, de l'évolution des atmosphères. Donc je n'ai pas la précision d'analyse sur le climat terrestre, mais je lis ça avec attention. J'ai presque envie de dire que les nouveautés de ce rapport, outre cet effort peut-être justement pédagogique, c'est pour les spécialistes, et notamment dans la régionalisation des effets. On est plus précis pour dire qu'est-ce qui va se passer ici, là même en France. On a une cartographie des différents effets selon qu'on habite sur le bassin méditerranéen, sur le bassin aquitain comme moi, dans le nord. Les effets vont être très très différents. Et ça donne des informations, notamment pour imaginer l'agriculture de demain, comment il faut construire nos bâtiments, l'aménagement des bords. Moi, j'habite dans une ville qui est au bord de la Garonne, Bordeaux, qui est donc au niveau de la mer. Eh bien, ça construit au niveau de la mer. Donc, ça construit sur quelque chose qui n'a pas d'avenir. Donc, une des questions qu'on peut se poser, c'est à quel moment les gens se diront qu'ils achèteront du rien, c'est-à-dire que ce qu'ils vont payer très cher n'a pas de valeur. Ça, c'est intéressant d'un point de vue vraiment, je dirais, voilà, je ne sais pas trop quoi répondre à ça. Je pense que l'information, elle est disponible. On fait des efforts et des efforts et des efforts pour la mâchouiller, pour qu'elle soit vraiment la plus digeste maintenant. Mais comme ça a été dit, chaque pays arrive et dit « oui, mais ça, vous l'avez dit comme ça maintenant ». Donc, il y a beaucoup de « very likely », de « very probable ». Voilà, moi j'ai 50 ans. Depuis que je suis tout petit, j'ai entendu parler du changement de l'environnement, du changement climatique. J'ai un livre de 1970 qui parle du changement climatique, qui était très vague à l'époque. C'était rien de quantitatif, c'était juste le niveau de CO2 augmente lié à l'activité humaine, ben, ça réchauffe la planète, ça change le climat. Et puis voilà, ça nous embête d'avoir à changer nos modes de vie pour limiter ça. Et c'est plus cette pédagogie-là qu'il faut travailler. Je pense que maintenant, l'aspect scientifique du changement climatique, on va bien sûr le faire progresser, mais il est quand même sacrément robuste. Moi, je suis impressionné par ce qui est fait actuellement sur la science du climat. Et pour changer nos modes de vie, il faut peut-être aussi changer nos perceptions. Là, j'en appelle à Jean Krug et à Elisa Verham. Non, à tous les deux, oui. Elisa, je me demandais comment vous percevez la façon dont un rapport, donc quelque chose d'assez formel, peut nous permettre de changer notre vision du monde. Et pas seulement ce rapport, mais les uns après les autres. Comme disait Franck Celsis, effectivement, ça s'inscrit dans un continuum d'informations scientifiques qui sont diffusées énormément dans les médias. Je pense que maintenant, on ne peut plus dire qu'on ne sait plus pour le changement climatique. Alors comment ces informations peuvent réussir à changer nos perceptions ? Justement, il faut peut-être se demander, là, la science a fait sa part, elle sort ses rapports et l'information est disponible. Je pense que ce qu'il faut changer maintenant, c'est la manière dont on pense et dont on perçoit nos comportements. Parce qu'on sait qu'il faut, réduire la voiture, il faudrait manger moins de viande, il faut arrêter de prendre l'avion. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit ça comme un renoncement. Et le jour en fait où on vivra la diminution du gaspillage, la diminution des violences comme un gain et pas comme une perte, là on aura réussi quelque chose. Et est-ce que notre société est adaptée finalement ? Est-ce que les préconceptions de notre société sont adaptées aux changements nécessaires ? Dans votre roman, nos rêves influencent la réalité, les rêves deviennent réels. Donc ça signifie que la façon dont on perçoit le monde impacte son corps concret. Il y a une facilité dans les rêves qui est qu'on n'a pas besoin de travailler pour se nourrir et donc tout devient possible. Et c'est vrai que dans le roman, c'est vers ça qu'on va au fur et à mesure que le rêve prend le pas sur la réalité. On n'a plus besoin de penser aux considérations matérielles, etc., mais on n'a pas non plus besoin de penser au changement climatique. Et je pense qu'en fait,
il faut arrêter de rêver et il faut se réveiller en fait, aujourd'hui. Et je pense qu'il faut plutôt en fait que de subir, c'est porter les changements positifs qu'on veut voir dans le monde. Et voilà. Jean Krug, vous, c'est aussi une mission finalement que vous vous donnez, d'allier les conceptions et l'information scientifique, parce qu'avec votre roman Briseur de glace, c'est ça, Le chant des glaces. Vous êtes glaciologue, donc vous êtes un scientifique, mais vous avez écrit un roman sur ce sujet. Donc pour vous, l'imaginaire est un vecteur pour véhiculer des informations scientifiques, ou en tout cas une culture scientifique? Ouais, carrément. En fait, c'est marrant, c'était une réflexion que je me faisais ces derniers temps. C'est que finalement, quand j'étais encore en travail en labo de recherche en glaciologue, je parlais très peu de la glace au grand public. Et finalement, depuis que j'ai sorti de ce livre, Le chant des glaces, j'en parle beaucoup plus. Et ça permet justement d'échanger vraiment avec les gens, et ça amène à des discussions de fond sur le changement climatique, sur nos comportements à changer, à adopter, même si le fond du livre n'est pas le changement climatique. Mais c'est un vecteur pour en parler. Et je pense que selon moi, il y a une notion d'affect en fait, qu'il faut développer pour faire de la pédagogie, notamment du changement climatique, dans le sens où si on amène des gens à s'intéresser vraiment à un sujet, ils vont aussi s'en emparer. Et du coup, ça devient quelque chose de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus intime, sur lequel on a envie d'agir, en fait. Plutôt aussi que, des fois, on peut juste avoir une information, être assez spectateur de cette information, mais si on ne l'intègre pas en soi, c'est plus compliqué de s'y investir. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, Sophie, au tout début, sur les outils qui sont mis en place, moi, je pense aussi à du coup, cet atlas interactif qui a été mis en place par le GIEC et qui permet à n'importe qui d'aller consulter les scénarios d'évolution des températures de tout un tas de données et les estimations des modèles. Il y a aussi une foire aux questions qui a été mise en place et qui est, je trouve, assez brillante parce qu'en fait, alors je ne sais pas si c'était le cas sur les rapports précédents, mais toujours est-il que ça amène une information éclairée, hyper facile d'accès en fait sur certains sujets qu'on peut tous, sur certaines questions qu'on peut tous se poser. Et du coup, je pense que changer se rapprocher un petit peu personnellement de ces sujets-là, c'est un bon moyen pour commencer à changer les choses. Ouais. Le fait que vous soyez spécialiste des glaces est intéressant parce que justement l'Arctique notamment fait partie des grands enjeux de l'urgence climatique, mais il y a ce problème du fait que c'est quelque chose de très lointain géographiquement, et ça fait partie de ce problème assez typique du changement climatique où il y a ce côté lointain, abstrait, peut-être trop grand, qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à appréhender l'ampleur du problème. Est-ce que ça c'est un vrai obstacle que l'imaginaire aussi peut peut-être aider à franchir ? Oui, c'est un obstacle. En fait, c'est tout bête, mais effectivement, on va parler des variations de l'Antarctique ou de l'Arctique, et on est sur des siècles ou des millénaires pour des stabilisations. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à se représenter. Déjà, à l'échelle d'une génération, c'est compliqué. En plus, nous, on travaille généralement au niveau les programmes politiques, c'est à des échelles de 5 ans, donc il y a un vrai problème temporel. Et pour ça, c'est tout bête, mais ce qu'on montre souvent comme effet catastrophe, c'est un iceberg qui se décroche d'un morceau de glace qui vèle comme ça d'un glacier, et ça fait un gros plouf, et puis dessus on marque changement climatique, machin. Mais mine de rien, c'est aussi un ressort qui est choquant, et du coup qui sert à amener ce sujet-là. Et après, est-ce que c'est bien ou pas, c'est un peu compliqué. J'en parlais la dernière fois, le film Le jour d'après, où en 3 semaines, tout le climat fout le camp. C'est bien parce que ça permet de parler du sujet. Après, scientifiquement, c'est dans les choux, quoi. Vous avez parlé du ressort du choc. Elisa Béram, vous qui êtes autrice et qui avez mis quelque chose en narration comme ça, donc il y a aussi une aventure dans votre roman, évidemment. Est-ce que pour vous, il faut passer par quelque chose où il y ait de l'action, finalement, où il y ait du choc, des problèmes très visibles pour sensibiliser? Je trouve le problème avec cette vision-là, qu'on voit beaucoup, le post-apocalyptique, le jour d'après, ça nous montre un effondrement qui est vraiment subite.
Alors que, comme vous le disiez, on est plutôt dans des changements qui s'inscrivent dans le temps long. Et ça peut fausser encore plus notre perception de ce genre d'œuvre où finalement on se dit, ben non, on n'est pas dans l'effondrement, puisque le jour où ça arrivera, ça va être une catastrophe, et après, il y aura un après. Alors que c'est plutôt une lente agonie, comme tu le disais tout à l'heure, la grenouille qui est en train de bouillir dans sa casserole et qui ne se rend pas compte qu'elle trempe dans son bain, dans un bain mortel, quoi. Sophie, comment trouvez-vous cet équilibre dans le rapport du GIEC entre le court terme et le long terme? Parce qu'il y a vraiment cette interaction très, très importante dans le sujet environnemental. Oui, je pense qu'on a longtemps beaucoup communiqué sur le long terme et en particulier sur l'amplitude possible de température en 2100. Et dans le cas du rapport précédent, on était en 2013 quand il est sorti, donc 2100, ça paraît très loin. Aujourd'hui, il y a un effort important pour communiquer aussi sur ce qui va se passer dans les 20 prochaines années. D'une part, parce qu'on sait qu'on va continuer à émettre du carbone et que donc on va continuer à réchauffer, mais aussi parce qu'on a besoin aujourd'hui d'enclencher très rapidement l'adaptation. Franck l'évoquait, l'adaptation chez nous en France a déjà du retard, mais dans certains pays qui n'ont pas accès à cette information, c'est encore plus difficile, et c'est pour ça qu'il y a des outils tels que l'Atlas qui ont été développés pour permettre aussi dans les endroits qui n'ont pas les capacités de calcul pour faire de la projection du changement climatique, de pouvoir s'approprier ce qui va se passer, de montrer aussi ce qui va se passer avec des gammes parfois. C'est important par exemple dans le cas du niveau des mers d'avoir aussi la gamme même d'incertitudes fortes, parce que même si c'est de faibles probabilités que ça se produise, quand vous dimensionnez des ouvrages, c'est important, même si c'est quelque chose qui ne se passe qu'une fois par siècle, c'est important de le prendre en compte pour avoir correctement dimensionné les ouvrages. Donc il y a cette nécessité d'adaptation qui nécessite de vraiment communiquer au plus grand nombre et à tous les décideurs. Après, sur l'aspect mise en branle du système pour permettre qu'on atténue les émissions, là, il peut y avoir la tentation d'insister sur les résultats les plus inquiétants, mais en pratique, c'est aussi quelque chose qui peut paralyser la prise de décision. Et pour les gens qui ne sont pas en position de décider, qui sont les citoyens, la plupart des citoyens, c'est quelque chose qui est extrêmement angoissant et qui pousse plutôt au déni. Le réchauffement climatique, c'est pas la fin de l'humanité, c'est des grosses difficultés auxquelles on doit faire face, mais on a le choix des trajectoires vers lesquelles on va. On a les possibilités de s'adapter et du coup, il est important d'être dans l'action et dans la discussion pour ne pas être paralysé par cette peur qui nous prend tous. C'est quand même extrêmement angoissant de voir ces changements qui sont en cours. Mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à sauver. On peut stabiliser la température. On sait qu'on peut le faire physiquement. On sait que ça va être compliqué économiquement et d'un point de vue sociétal, mais c'est possible. Et du coup, il ne faut pas rester paralysé par des récits qui sont angoissants et qui ne sont pas forcément ce qui permet de déclencher l'action. Donc on est toujours... Après, nous, dans le GIEC, on est là pour traduire l'ensemble des vérités. Donc on ne va pas choisir un récit qui soit positif ou négatif, mais en tout cas, même dans ce rapport qui est sur les bases physiques, on a une partie sur la manière de limiter le réchauffement climatique et on insiste aussi sur la nécessité d'adaptation pour ne pas être juste dans l'état des lieux de ce qui se produit et de ce qui va se produire, mais aussi ouvrir des portes, même si ce sont des sujets qui vont être plus creusés dans les rapports, comme disait Franck, du groupe 2 qui sortiront, et du groupe 3 qui sortiront en février et mars. Et l'autre difficulté qu'on a aussi, c'est qu'on ne peut pas être prescriptif. Les gouvernements veulent un état des lieux, pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Donc même dans le groupe 3 qui sera sur les solutions, ça ne sont jamais des prescriptions. Ça reste dit d'une manière qui va être très indirecte sur les différents avantages et inconvénients des différents choix. Mais on ne peut pas dire c'est tel choix qui est à recommander plus qu'un autre. Tout ce qu'on peut dire, nous, et en particulier du point de vue du groupe 1, c'est que chaque quantité de carbone qu'on rajoute contribue à élever le réchauffement et qu'au-delà d'1,5, on passe des seuils rapidement qui sont très problématiques pour des paramètres climatiques qui impactent vraiment nos sociétés, notre capacité à mener de l'agriculture et à vivre collectivement dans les sociétés que l'on connaît. Franck, je crois que vous vouliez réagir. Je vous voyais réagir.
Non, j'écoutais, mais c'était, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est vrai que c'est marquant dans le dernier rapport de dire, voilà, dans le changement climatique, aujourd'hui, on est à 1,1 degré, je crois, c'est ça. Et de dire, voilà ce que ça implique, notamment pour nous donner des... moi, j'ai connu très personnellement, à côté de chez moi, un gros problème d'intempéries, en partie lié à des dimensionnements d'urbanisation, liés à des données de pluie décennales qui n'ont plus de sens aujourd'hui. On a ces données-là, on a ces données qui sont disponibles. Donc il y a cet aspect très concret de maintenant, le changement climatique aujourd'hui. Voilà des informations qui vont vous permettre de le gérer. Et je crois que ça, oui, d'un point de vue pédagogique, en plus du fait d'être extrêmement utile, les gens réalisent, ah oui, c'est vrai, d'accord, ok, on y est. 1.1, 1.5, et que ça se joue à presque rien. Et pourtant, ça change tout. Par rapport à des seuils que l'on peut franchir de canicule, de précipitation, il faut bien se rendre compte que la température, c'est un critère, mais que pour nous, physiciens, la température, c'est l'énergie. Donc quand vous augmentez la température de l'océan, de l'atmosphère, vous y mettez beaucoup d'énergie. Et cette énergie, les mouvements font que ça se concentre en certains endroits et ça se dissipe, ça se décharge en certains endroits d'une façon extrêmement inhabituelle pour nous. Et tout simplement, il ne faut pas croire, le corps humain, vous savez qu'à l'intérieur, vous êtes à 37 degrés. Vous pouvez vous refroidir en évaporant de l'eau, mais à un moment donné, s'il fait 37 degrés et que dehors, il y a 100% d'humidité, ben c'est la fin. Et ça, ces points-là, mine de rien, ils vont commencer à arriver dans certains endroits du monde. Et bizarrement, ces endroits du monde sont parfois des endroits où les démographes nous disent que ce seront les plus peuplés en 2100. Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas marcher entre des zones inhabitables sur Terre et des zones qui seront les plus peuplées sur Terre. Non, ça, c'est pas le scénario, il ne marche pas. Sur l'aspect de la pédagogie, il y a quelque chose qui est très, très dur, je trouve. C'est qu'on peut bien sûr être pédagogue, essayer de faire comprendre, mais on doit aussi faire face à de l'antipédagogie totalement légale, ce qu'on va appeler le greenwashing. Mais s'il vous plaît, ne prenez jamais une compagnie aérienne qui vous dit que son vol est à 0 carbone. Vous la bannissez, jamais plus ne montez dans un avion où on vous dit ça. C'est pas parce que la loi les autorise à vous mentir qu'il faut que vous acceptiez. Moi, j'ai un problème, je travaille pour le CNES. Le CNES a fait la pub récemment de lancement Ariane à 0 carbone. Je lui ai envoyé un mail en disant « Vous me redites ça, c'est fini. Moi, je ne travaille plus pour le groupe de travail exobiologie, exoplanète du CNES. Vous arrêtez de mentir aux gens. » Non, ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous payez pour que quelqu'un à l'autre bout de la planète plante des arbres ou que vous financez des recherches très intéressantes sur la captation du carbone ou du méthane. C'est très intéressant, mais il n'y a aucune garantie. Il y a des sociétés qui ont fait planter des arbres il y a 10 ans. Si on va voir maintenant ce qui ça a été fait en réalité, ce que ça a donné, c'est rien. Donc voilà, la pédagogie c'est une chose, mais on n'a pas les moyens que les antipédagogues ont sous la main. Voilà, donc déjà débarrassons-nous de cette communication catastrophique pour qu'on puisse... Effectivement, et moi je rejoins ce que disait Elisa, et il faudrait qu'on puisse s'enthousiasmer vers le projet de société de cette gestion du climat. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ça que comme des menaces, qu'on voit que cette société où finalement on est moins... parce que le climat, c'est un des problèmes. On n'a pas l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, par exemple, même si dans le rapport numéro 2, vont être pris en compte les effets du changement climatique sur la biodiversité, mais on a plein d'autres agressions à la biodiversité qui vont nous faire aussi très très mal. Et je ne sais plus ce que je disais. Mais en tous les cas, voilà, le problème c'est qu'aujourd'hui, on a envie d'aller voter, mais on aurait envie de voter pour quelqu'un qui ne nous dise pas demain qu'on va pouvoir s'acheter une télé plus grande ou... qu'on va se faire grand remplacer, j'en sais rien. On a envie d'avoir quelqu'un qui nous dise, voilà, je vous propose pour 2050, pour vos enfants, un projet de société où on pourrait fonctionner comme ça. Et ça, il faut l'imaginer, il faut un peu le rêver, parce que les politiciens ne sont pas formés, ils n'ont pas lu assez de science-fiction peut-être, et il ne faut pas être que dans la menace. Depuis que je suis petit, je lis des livres et je vois des films dystopiques, post-apocalyptiques, ça n'a jamais rien empêché. Par contre, si on nous propose des choses, si on nous propose des projets de société différents, et qu'on arrête de nous dire oui mais c'est trop complexe, on ne saura pas faire, non, on nous propose des choses, voilà, c'est ça qui nous manque, je pense. S'enthousiasmer
pour ce monde différent qui arrive. C'est vrai que Sophie parlait du risque de la paralysie. Donc peut-être que, comme vous le disiez, Franck, on a besoin de rêver d'autres choses, de ne pas toujours être dans le constat. Elisa, est-ce que les imaginaires aussi peuvent servir à faire des propositions pour créer peut-être une nouvelle société et arrêter d'être dans la réaction permanente? En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire dans mon prochain livre. Ça s'appelle Le premier jour de paix. Et ça se passe à la fin du siècle, après des décennies d'exode et de guerre climatique. Donc, c'est pas très joyeux. Mais bon, le titre montre qu'il peut exister un espoir aussi fou que celui-là. Et je pense que si la SF et la littérature peuvent avoir un rôle aujourd'hui, plutôt que de faire une pédagogie, ce qu'elle essaie de faire depuis déjà des dizaines d'années, à montrer on va tous mourir, on va tous se marcher dessus. La décennie des zombies, par exemple, c'est le retour, plus de règles, etc. Mais on peut imaginer autre chose. Ouais, c'est évident. Je pense que même la littérature a une responsabilité, de nous faire garder espoir dans notre capacité à faire société malgré les défis qui nous attendent, et aussi dans la survie de notre espèce. Parce que finalement, quand on lit des trucs post-apo, il reste 3 clampins qui en plus, sont pas capables de s'entendre. C'est sûr que la grande difficulté, le gros défi, c'est de ne pas tomber dans la paralysie, dans l'apathie, ou voire encore pire, dans le cynisme. C'est ces jours où on se dit, de toute façon, c'est foutu, donc autant en profiter, quoi. Et ça, c'est clair que je pense qu'il faut que la SF aille plus vers des solutions et vers un avenir souhaitable, quoi. Jean, est-ce que la science-fiction et peut-être plus largement les imaginaires ont une responsabilité face au sujet de cette table ronde, à savoir la pédagogie du bouleversement, justement? Waouh, ça c'est une sacrée Désolé. question, ça. Oui, je pense, ouais, d'une certaine manière. En fait, je repensais, j'ai entendu un collègue auteur qui me disait une fois que dans ce qu'il écrivait, il fallait qu'il y ait, pour chaque paragraphe, il fallait qu'il y ait trois composantes, le percept, l'affect et le concept. Et que donc fallait qu'on plante un décor, fallait qu'il y ait des liens émotionnels qui soient créés pour que le lecteur aussi rentre dedans. Il fallait aussi qu'il y ait un discours. Et du coup, je pense que l'aspect concept, il est hyper important. Et moi, je sais que quand j'écris maintenant, mes romans et mes nouvelles, il y a toujours, en fait, j'essaye de faire très attention à cet aspect concept pour que le discours, il porte, le texte porte un discours, et qu'on ne soit pas juste sur une scène simplement émotionnelle ou simplement belle, mais qu'il y ait quelque part toujours un questionnement qui soit là. Et je pense que c'est quelque chose de bien dans les livres, parce que ça marque aussi. Moi, les livres qui m'ont marqué, c'est des livres qui portent ces discours-là. Et du coup, je pense que c'est un point important, ouais, de la littérature. Je rebondis juste sur ce que tu disais, Franck, avant, concernant essayer de trouver d'autres choses à faire, en fait, pour de surmonter les discours d'inaction. C'est tout bête, mais moi je pense aux zones à défendre qui se sont mises en place. On en parle depuis des années, mais mine de rien, je crois que beaucoup de personnes, d'intellectuels et de scientifiques sont convaincus que ce sont de très bons laboratoires, en fait, sociaux. C'est des choses qui, selon moi, doivent être encouragées, doivent être développées. Après, ça marche ou pas, on est d'accord ou pas, mais ça permet aussi de tester de nouvelles façons aussi d'entretenir un rapport avec la nature. Et c'est capital, en fait, par rapport à ce changement climatique, quoi. Elisa Berram, vous vous retrouvez dans ce propos de Jean Cruc sur le discours, la nécessité du discours dans l'écriture d'un imaginaire, avec notamment le roman que vous évoquiez? Encore une question. T'es pas obligé de dire oui, hein. Non. Oui, je suis d'accord. Ça me semble essentiel. Moi, je ne conçois pas une œuvre qui soit de pur divertissement. Après, ça existe. Donc, voilà, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Oui. Mais en ce qui me concerne, oui, porter
un message, porter ce dont je parlais au début, ces changements positifs qu'on veut porter dans la société, qu'on veut pour la société. La littérature sert à les transmettre aussi. J'aimerais bien avoir votre avis de scientifique aussi, Sophie, sur les discussions qu'on vient d'avoir sur la responsabilité des imaginaires, ce rôle. Donc vous concentrez sur la synthèse des informations scientifiques qui sont à notre disposition. Mais ensuite, est-ce que vous comptez finalement sur vos voisins pour faire le reste du travail dans la capacité à éveiller et à créer de l'action? Alors oui, de toute évidence, nous, notre rôle, il se limite à faire la synthèse de la science, mais après, il y a besoin d'une appropriation. C'est-à-dire que l'ensemble des scientifiques qui sont invités à participer au GIEC, ça couvre donc les sciences dures, comme on dit, physique, chimie, dans le rapport du groupe 1. Dans le rapport du groupe 3, il y a aussi des sociologues, des psychologues, des gens qui sont capables d'analyser aussi les différents systèmes politiques et qui sont plus ou moins adaptés à la mise en place de politiques de lutte contre le changement climatique. Ce qu'il n'y a pas, c'est l'émotionnel et le ressenti. Aujourd'hui, on montre dans notre rapport, par exemple, que toutes les régions du monde ont fait l'expérience d'au moins une augmentation d'extrêmes, que ce soit des extrêmes de pluie, des extrêmes de température ou des sécheresses. Donc tout le monde a vécu dans sa chair au moins une sensation qui est liée au changement climatique. Après, reste encore à avoir de l'empathie pour les autres, à comprendre aussi ce que ça induit. Et ça, je pense que ça peut passer que par d'autres narratifs que les nôtres, qui restent scientifiques et toujours un petit peu froid et hermétique. Et je pense que finalement, le greenwashing qu'évoquait Franck, aujourd'hui, on ne peut plus allumer la télé sans qu'on nous explique qu'acheter une voiture va nous rendre verts. En réalité, je pense que les communicants et les entreprises se tirent un peu une balle dans le pied, parce qu'en fait, elles nous répètent aussi à longueur de journée qu'il faut faire attention à la planète. Et je pense qu'on est encore dans le temps où les gens arrivent à se laisser convaincre qu'effectivement, on va planter des arbres au bout de la planète et que ça va changer quelque chose, alors qu'en fait, comme le disait Franck, le CO2, lui, il est émis tout de suite. Et vos arbres, vous ne savez pas quand ils atteindront la maturité pour récupérer le carbone, et même s'ils l'atteindront un jour avec l'augmentation des incendies, avec l'augmentation de la déforestation. Donc voilà, ça n'existe pas aujourd'hui de compensation, comme on l'a dit. Et ça, les gens vont finir par le comprendre. Donc ce mensonge de plus, voilà, ça va finir aussi par tuer ce système de mercantiliste permanent et qui essaie de nous faire croire qu'on peut continuer à consommer sans se soucier des limites planétaires. Mais du coup, ce que disait Elisa tout à l'heure sur le fait qu'effectivement, ce qu'il faut, c'est aussi des narratifs qui ne soient pas que dans ce qu'on va perdre. On entend aujourd'hui des politiques qui, comme discours de l'inaction, disent: vous voyez, ça va être la répétition de ce que vous avez vécu pendant le Covid et le confinement. Vous allez devoir vous priver de plein de choses. Et en fait, il n'y a pas d'analogie, parce que le confinement, c'est quelque chose qui n'a pas été anticipé, qui était extrêmement brutal, que les gens n'ont pas bien vécu. Mais quand même, ils ont entendu le son des oiseaux. Ils se sont rendus compte de ce que c'est que respirer un air avec moins de pollution. Donc, ils ont déjà un peu aussi pressenti qu'il y a des bénéfices à tout ça. Et ce qu'on montre par exemple là dans le rapport du GIEC, c'est que faire les changements et les transformations qui sont nécessaires pour la décarbonation, c'est aussi avoir des co-bénéfices sur la qualité de l'air. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse, nous, dans nos pays, mais c'est aussi, dans certains pays, accompagner le développement d'une manière intéressante et intelligente pour faire accéder à des choses qu'on a dans nos pays, mais qui ne sont pas forcément partout, comme le traitement des déchets, l'accès à l'eau potable. Tout ça, ce sont des enjeux encore forts de développement qui doivent être accompagnés de manière à ce que les gens puissent en profiter sans que tout ça nuise au climat. Donc il y a aussi des enjeux de transition juste et d'aide vers les pays en voie de développement de la part de nos pays développés qui sont développés en émettant du CO2 et qui ont fait aboutir à ces 1,1 degrés de réchauffement. Donc nous avons créé ce réchauffement. Aujourd'hui, on a une responsabilité vis-à-vis des autres pays pour les accompagner dans le développement et pour que ça n'accroisse pas encore le niveau de réchauffement. Mais donc, juste pour finir, oui, je pense que ce que disait Elisa, d'avoir des choses où on nous raconte aussi tous les bénéfices qu'il peut y avoir à être dans un autre monde. Aujourd'hui, on n'est pas dans un monde vertueux, on est dans un monde où, par exemple, le rapport sur les terres de l'IPCC, du GIEC,
montrer qu'on a 2 milliards de personnes en surpoids et toujours 800 millions de personnes qui n'ont pas accès à une alimentation saine. Donc quand on nous fait croire que voilà, on va perdre plein de choses en repensant par exemple l'agriculture, en fait non, on a 30% de la nourriture qui ne sert jamais à alimenter qui que ce soit. Donc il y a des choses qui doivent être repensées, qui peuvent permettre de vivre mieux tous ensemble et d'émettre moins de carbone. Voilà, c'est pas que perdre de notre individualité, de notre liberté individuelle. Il y a aussi plein de belles choses qui peuvent se produire, mais si les choses sont faites de manière accompagnée, et plus on tarde, et moins ça pourra être accompagné, et plus ce sera difficile à vivre. Oui, je voudrais juste une petite nuance sur l'aide des pays développés aux pays avec un potentiel de développement. Enfin, je pense à l'Afrique, en fait, qui est une terre d'innovation, parce qu'en fait, c'est un continent qui souffre déjà énormément de crise de ressources. Et on voit que c'est un pays aussi qui n'a pas connu une industrialisation forte et qui, du coup, n'a pas tout ce poids du passé. Par exemple, en France, évidemment, avec tout l'argent qu'on a investi dans le nucléaire, c'est évident que comment on peut vouloir lâcher ce truc-là. Alors qu'en Afrique, il y a énormément d'utilisation par exemple, des drones pour transporter des poches de sang, des prélèvements sanguins, etc., dans les zones qui ne sont pas, qui sont pas bien desservies par les transports. Et pour le climat, c'est la même chose pour capter les eaux. Alors, le problème étant qu'il y a par exemple des systèmes pour capter les eaux, mais ça a tendance à assécher l'air. Mais en tout cas, il y a une recherche, en fait, peut-être plus en tout cas que dans les pays occidentaux, parce qu'il y a une problématique qui est réelle et qui se pressent fortement. Et peut-être revenir aussi sur l'aide. Je pensais à l'aide humanitaire, en fait. Il y a un livre qui est assez passionnant dont je me suis servi pour poser le cadre de mon prochain roman. Ça s'appelle Les guerres du climat d'Harald Wessler. C'est pas du tout un livre de science-fiction, malheureusement, mais ça montre, en fait, ça étudie un petit peu les conflits aujourd'hui et pour essayer d'imaginer les conflits de demain. Et ça parle notamment du Darfour ou de la Somalie. On a tendance à parler beaucoup de purge ethnique ou de guerre de religion, mais en fait les conflits sont interdépendants, multifactoriels, et les ressources sont au cœur de ces conflits-là. Il y a les paysans sédentaires contre les éleveurs nomades qui en fait ont été rendus plus nomades à cause de l'assèchement de leur sol. Et il y a toute une économie de la violence qui se met en place, notamment autour de l'aide humanitaire. Et c'est pour ça que ça me faisait réagir. Parce qu'en fait, il y a un effet pervers de l'aide humanitaire qui est que quand on génère de la violence dans un endroit, ça fait arriver des ressoursours. Alors, c'est un levier. Je ne parlais pas du tout d'aide humanitaire. Effectivement, il y a ce risque un peu colonialiste de vouloir accompagner sur le terrain. Alors, moi, je parlais juste de la constitution d'un fonds qui les aide à se développer, mais pas effectivement... pas effectivement de tenir la main et d'appliquer les modèles qui sont les nôtres et qui, pour certains, on le voit, ne sont pas adaptés. Donc il ne s'agit pas de leur vendre notre modèle consumériste et les solutions, les mauvaises solutions qui vont avec, mais bien d'avoir un fonds qui permette, et c'est un des enjeux de la COP, un fonds qui permette à ces pays-là de faire face et de s'adapter, mais pas via l'aide humanitaire. Ok. Là, on a parlé de la pédagogie qui passe à travers l'impact sur les humains, mais il y a aussi des endroits où il n'y a pas forcément un impact direct sur les humains, c'est plutôt indirect. Et les glaces, c'est beaucoup ça, l'impact évidemment sur la biodiversité locale, pour le coup, est direct, mais l'impact sur les humains est indirect. Et Jean Krug, est-ce que ce rôle particulier des glaces, donc les pôles, est un problème pour développer des solutions rapides, sachant qu'elles doivent être rapides ? Le problème des pôles, c'est qu'il y a une inertie qui est très très longue. Comme je l'évoquais rapidement tout à l'heure, on est sur des ordres de grandeur de réponse qui sont de plusieurs siècles au moins. C'est encore plus long pour l'océan, hein, c'est sur les millénaires. Mais l'autre souci des pôles, alors oui, ce sont d'importants régulateurs du climat au niveau mondial.
il y a aussi le problème de... On sait que le Groenland perd de la masse de manière assez intense depuis un bon moment et que ça s'accélère, et depuis 30 ans a perdu des quantités de glace assez dingues. L'Antarctique, c'est pareil, un peu moins. Le problème, c'est qu'il y a aussi tout un tas de processus très complexes, notamment en Antarctique, qui sont liés à la topographie du socle rocheux, qui sont liés aux lois d'écoulement de la glace et du contact, en fait, de l'interaction entre la glace et l'océan austral. Et on sait que là, il y a justement des effets de seuil qui amèneraient à des retraits potentiellement très rapides et très forts de l'Antarctique, notamment une partie de l'Antarctique. Le problème, c'est que pour l'instant, le GIEC a souligné justement qu'il n'y a pas suffisamment d'études qui sont menées dans ce secteur-là, et donc on a des résultats scientifiques qui vont à peu près dans le même sens, mais on n'a pas encore une robustesse suffisante et une variation importante de modèles qui amènent aux mêmes conclusions. Ce qui fait que on sait qu'il peut se passer des choses graves et importantes en Antarctique à l'échelle du siècle, mais on n'est pas encore suffisamment certain qu'elles pourront se déclencher. Et du coup, ça amène évidemment la question de continuer à étudier ce phénomène-là, mais du coup, c'est une grosse incertitude aussi qui vient des pôles, en particulier de l'Antarctique. Mais c'est vrai que c'est des éléments qui sont particulièrement touchés par le réchauffement climatique, et surtout le Groenland, où on a des taux d'élévation de température qui sont, je ne sais plus, 3 fois supérieurs à la moyenne au niveau terrestre. Oui, et peut-être rappeler que le Groenland, si ça fond, c'est quoi? C'est 6 mètres à peu près d'élévation du niveau des mers environ? Oui, le Groenland, c'est à peu près 6 mètres. L'Antarctique, c'est 55 mètres, quelque chose comme ça. Et c'est marrant, je te laisserai... Enfin, on n'est pas du tout sur ces ordres de grandeur-là à l'échelle du siècle. Non, je crois qu'on est actuellement de l'ordre de 1 cm tous les 3 ans à peu près, c'est ça, d'élévation du niveau de la mer? On est à la fin du siècle entre 50 cm et 1 mètre. Mais de ce que je comprends, les différents scénarios. Mais par contre, on sait que c'est quelque chose qui va se poursuivre encore. C'est-à-dire, même si on arrive à stabiliser le changement climatique, vu que en particulier une partie il y a la fonte des glaciers qui vient contribuer, des glaciers et des glaces, à l'élévation des océans. L'autre contribution, c'est la dilatation des océans, puisque les océans récupèrent 90% de l'excédent d'énergie. Et donc, eux, ils ont une circulation qui se fait sur des millénaires. Donc cette dilatation et cette extension des océans va se poursuivre, quoi qu'il advienne, encore pendant plusieurs siècles. Donc c'est là où l'apport qui va être en plus de la potentielle fonte, notamment de l'Antarctique, vient largement moduler ça. Mais quoi qu'il en soit, on sait que de toute façon, le niveau des mers va inexorablement continuer à monter. Par contre, on sait aussi qu'on peut le ralentir si on s'inscrit sur une trajectoire vertueuse, si on arrive à diminuer de plusieurs pourcents nos émissions de CO2 et à un moment donné à arriver à un net zéro, comme on dit. On va ralentir cette élévation du niveau des mers, et en termes d'adaptation, ça fait une grande différence, le fait de pouvoir ou non ralentir l'élévation du niveau des mers pour pouvoir s'adapter, déplacer les populations des littoraux, pouvoir éventuellement construire des digues le long des littoraux. Mais donc, oui, il y a toujours cette possibilité d'une élévation de plusieurs mètres, mais là, on est sur des échelles de plusieurs siècles plutôt. Oui, tout à fait. Tu fais bien de le préciser. Quand je parlais des 55 mètres, c'est l'entièreté du continent antarctique, qui évidemment ne va pas partir comme ça. Là, on est bien d'accord. Mais du coup, ça m'a amusé de voir finalement l'affiche des Utopiales. Alors, on la voit là. Je ne sais pas si maintenant on me voit moi derrière, donc évidemment, c'est pas... Bref, on voit le sommet du lieu unique qui dépasse là, globalement, je ne sais pas, c'est comme s'il y avait le niveau de l'océan était monté d'une 15aine de mètres, quelque chose comme ça, par rapport au sommet du lieu unique. Et la fenêtre d'incertitude un petit peu du GIEC, dans le pire des scénarios qui a été évalué, à un horizon 2300, tu me corrigeras si je me trompe, mais on était sur une estimation d'augmentation du niveau de la mer en fonction des modèles
entre, je ne sais plus, 10 et 15 mètres ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a une certaine proximité, même si elle n'était pas forcément faite exprès par le créateur de cette affiche, mais qui tombe bien. Et j'allais dire c'est amusant, mais enfin c'est pas hyper amusant, mais voilà, c'est notable. Vous avez cité le mot incertitude, et c'est quelque chose d'assez important finalement de prendre conscience du fait qu'on n'a pas encore les réponses sur tout, mais c'est l'un des aspects sur lesquels il est le plus difficile aujourd'hui d'informer, parce qu'en fait ça revient à informer sur ce qu'est la science, comment fonctionne la science, et qu'il y a des choses que fondamentalement on ne sait pas. Et est-ce que la pédagogie du bouleversement passe aussi par tout simplement une pédagogie de la science? Et là, je me tourne vers Sophie et vers Franck, peut-être Sophie en premier. Oui, effectivement, il y a une part... on a vu aussi dans le cas du Covid qu'il y a vite une défiance parce qu'on dit quelque chose et puis quelques temps après, on peut dire quelque chose de différent parce que la science se construit au fur et à mesure de la crise. Alors, dans le cas du Covid, c'était vraiment très accéléré. Dans le cas du changement climatique, on a un certain recul. C'est-à-dire que les théories, comme disait Franck, le fait que plus on augmente le CO2, plus on augmente la température, c'est quelque chose qui est très simple et robuste et qui est établi depuis maintenant bien avant le XXe siècle. Ce qui s'est consolidé, c'est qu'on a maintenant des observations de tout ça et des manifestations du changement climatique dans les différentes composantes du système climatique, donc aussi dans l'océan, qui n'est pas quelque chose de facilement atteignable, mais aujourd'hui on a des profileurs qui permettent d'avoir des relevés de température même au fond de l'océan. On a pu accéder au fur et à mesure à toutes les composantes, même des missions en Antarctique, c'est pas quelque chose de simple, mais on a des gens dans le laboratoire d'où vient Jean qui vont tous les ans, et dans mon laboratoire également, qui vont tous les ans en Antarctique. Donc aujourd'hui, on a des observations. Pour les milieux qui sont plus difficiles d'accès, comme l'Antarctique, on le voit, on a encore des fortes incertitudes, on ne sait pas tout bien faire, mais surtout, on sait aujourd'hui avec certitude que nos activités sont à l'origine de l'intégralité du changement climatique, parce qu'on a un fort signal de changement climatique et qu'on a toutes ces observations. Mais ce changement climatique, il est très rapide et il nous amène dans un monde qu'on ne connaît pas, pour lequel, avec des changements aussi rapides, on n'a pas d'observation pour contraindre. Par exemple, on ne peut pas savoir avec certitude comment la végétation va réagir et s'adapter au changement climatique. Alors, on sait que l'augmentation du CO2, c'est plutôt bénéfique pour la végétation, mais que, bien sûr, les sécheresses sont beaucoup plus problématiques. On sait qu'on a plus souvent des conditions plus propices au feu. Mais après, il y a des choses qui sont de l'ordre de la biologie, de la capacité d'adaptation des espèces qu'on ne maîtrise pas. Et nous, dans nos modèles, on a des relations physiques ou chimiques qui sont établies aussi par rapport à ce que l'on peut observer aujourd'hui. Donc il y a des choses, par exemple, moi je suis chimiste, on peut toujours mettre des composés chimiques dans une enceinte, regarder ce qui se passe, faire des mesures et pouvoir prédire, même pour des hautes températures, ce qui peut se passer. Ça, c'est vrai pour la chimie, mais il y a des choses qu'on ne peut pas mettre en boîte. C'est le cas de la cryosphère, on ne peut pas mettre en boîte. Alors on le fait de manière numérique avec des modèles, mais ces modèles, ils sont toujours contraints avec des observations. Comme vous n'avez pas d'observation, de contraintes sur ces modèles pour l'ensemble de l'Antarctique ou pour les phénomènes non linéaires de fonte de l'Antarctique, vous ne pouvez pas avec certitude savoir ce qui va se passer dans le futur. Vous ne pouvez pas avec certitude savoir comment la végétation, qui a un puits important du CO2, va réagir. Et ça, ce sont des choses... Vous avez aussi l'acidification de l'océan, enfin des choses qui vont impacter la biologie marine, qui vont aussi avoir des rétroactions après derrière. Et tout ça, c'est complexe à modéliser. Et surtout, il faut bien comprendre que comme on avance dans ce monde qui devient inconnu, on prend aussi le risque. Ce qu'on dit dans le résumé pour décideurs, c'est qu'on ne peut pas écarter tout risque d'emballement, même si... Très vraisemblablement, il n'y a pas d'emballement sur les échelles de température qu'on étudie là sur 100 ans. On n'a pas de moyen d'écarter totalement tout risque parce qu'on entre aussi en partie dans l'inconnu. Mais ça, effectivement, c'est assez difficile de l'expliquer sans être terrifiant, en expliquant qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, mais il y a des choses qu'on connaît très bien. Et la théorie derrière le réchauffement climatique...
elle est connue depuis très longtemps. Aujourd'hui, les observations sont juste d'autres lignes de preuve qui viennent nous montrer que la théorie était robuste et bien comprise. Et aujourd'hui, dans ce rapport, on a diminué d'un facteur 2 l'incertitude quand on projette une température, c'est-à-dire quand on dit si on double la quantité de CO2 dans l'atmosphère, on réchauffe d'environ 3 degrés. L'incertitude autour de ces 3 degrés, elle a été diminuée d'un facteur 2 dans ce rapport parce qu'on utilise l'information qui nous vient des climats du passé et qu'on a pu reconstruire en particulier grâce aux bulles de glace qui sont analysées dans les laboratoires. On a différents éléments de preuve, donc on a réduit l'incertitude, mais l'incertitude, elle est toujours là et on doit vivre avec dans ce monde qui est nouveau et dans lequel il y a des inconnus. Franck, pour réussir à vivre avec cette incertitude, est-ce qu'il faut vivre davantage avec la science, finalement? Oui, alors, je pense qu'on vit une certaine crise de la communication scientifique qui est liée, je pense, en partie au fait que on a envie, et tu es journaliste scientifique, donc tu dois le vivre ça, on a envie de communiquer sur une actualité de la science. Et nous autres scientifiques, on est un peu poussés à parler, non pas des choses qui sont très consolidées dans notre domaine, mais de notre dernière publication. Ah, j'ai publié ça dans Nature, c'est super, ça met un coup de projecteur. Et ça arrive sous forme de communiqué de presse sur les médias. Alors moi, juste pour vous donner une idée, qui travaille sur les exoplanètes, tous les jours, je reçois un mail avec une dizaine d'articles publiés sur mon domaine. Donc tous les jours, j'ai au moins une dizaine d'articles que je devrais lire pour arriver à suivre mon domaine dans son avancée. Et là-dedans, il y a une ébullition dans cette actualité scientifique, il y a une ébullition, il y a du vrai, il y a du faux. La démarche scientifique, elle est comme ça, on s'avance, on se trompe, on trébuche, on revient. On émet une théorie, on la teste, on essaie de la faire trébucher. Et puis les théories qui ne trébuchent pas, qui tiennent le coup, qui résistent à l'analyse de nos pairs, de nos confrères, finalement, petit à petit, elles viennent consolider je dirais, le corpus de nos connaissances. Mais c'est rarement sur ce corpus-là qu'on communique. Alors l'expérience du GIEC, cette nécessité d'avoir à faire une synthèse, elle est très bien parce qu'on a là, je dirais, ce sur quoi la communauté se met d'accord, de ce qui est plutôt bien compris, et puis elle va spécifier ce qui l'est moins, ceux où on a besoin de plus travailler. Mais vous voyez bien que lors de la crise du Covid, par exemple, les nouvelles arrivaient, une équipe de tel endroit a publié ceci. Le public ne peut rien faire de ça, même les scientifiques. Enfin, moi j'ai un gros problème même avec la notion de communiquer de presse du point de vue des scientifiques. C'est pas aux scientifiques de parler de leur propre recherche. Cette recherche, il y a le temps de la science, qui est un temps assez long, qui met quand même quelques années pour voir la valeur d'une publication et les réactions de la communauté. Et donc, entre cette tentation de parler de l'actualité scientifique, vous voyez sur les réseaux sociaux, tout le monde partage des articles avec des titres spectaculaires, etc., où on ne comprend pas forcément toujours ce qu'il y a dedans. Ça a l'air contradictoire avec le précédent. Je pense que ça crée un flou, et puis finalement, ça crée une distanciation avec la science. Donc je pense qu'on a besoin, d'une part, de ces espèces de synthèses à destination du public, sur tous les sujets. Là, je ne parle pas que du climat, sur tel aspect de la médecine, du cerveau, des exoplanètes, pour parler de mon sujet, etc. Et aussi de faire cette synthèse des choses qu'on pense avoir à peu près bien décrites, et puis aussi de fasciner les gens sur les choses qu'on ne comprend pas du tout. Pour pas que voilà, ça existe dans les sciences, il y a des choses, et il ne faut pas croire, le scientifique, c'est pas toujours quelqu'un qui est juste, je dirais, épris de ce sentiment de tout maîtriser. Au contraire, un scientifique, il est à la recherche du truc qui sort un peu du cadre des modèles et qui nous surprend, qu'on n'explique pas sur le moment. Et ça, il faut savoir en parler. Moi, en tant qu'astrophysicien, il faut que j'arrive à vous faire frissonner sur le fait qu'on ne comprend pas la rotation des galaxies, et ça met en lumière, je dirais, toutes les faiblesses de nos théories physiques actuelles. Et ça, c'est complètement fascinant, parce que c'est la graine potentiellement pour une nouvelle physique. Et
Et si on n'arrive pas à vous donner à la fois un bilan, un état des lieux de ce qu'on sait à peu près bien décrire, qu'on peut transformer en technologie, dans votre téléphone portable, il y a une masse de choses qui sont de la science qu'on a transformées en technologie, c'est quand même une preuve de la robustesse de ce corpus. Et puis il y a des choses beaucoup plus mystérieuses, et il faut aussi qu'on arrive à vous faire goûter ce mystère, sinon vous allez le chercher dans du mystère de bas de gamme, et là il y a les vendeurs de mystères à bas de gamme, vous en trouverez à tous les coins de rue. Donc je pense que oui, on a du travail à faire. C'est pas, je jette pas la pierre aux journalistes, parce que nous, les scientifiques, avec nos communiqués, on donne déjà le verre dans le fruit. Et donc je pense qu'il y a un gros boulot à faire pour reconnecter avec une science qui, pour les gens, devient trop confuse et un peu abstraite. Donc peut-être quand même, ce que vous disiez, c'était moins parler de l'actualité, mais quand même faire davantage de pédagogie sur comment fonctionne la science. Par exemple, éventuellement expliquer la méthode des personnes qui travaillent sur le rapport du GIEC, parler de comment se fait la science finalement. Vous vous retrouvez dans ce qu'a dit Franck pour conclure ? À 200%. Je pense effectivement qu'il y a confusion entre... Pour notre communauté, c'est aussi, même en tant que scientifique, une chance énorme d'avoir ce rendez-vous maintenant régulier où on se met ensemble et on regarde ce qui est vraiment consolidé, parce qu'il y a une frénésie. Et sur le climat, les courbes de recherche du mot climat pour voir le nombre de publications qui sortent à propos du climat, c'est quelque chose d'exponentiel. Donc c'est impossible. C'est-à-dire que si même sur l'exobiologie, il y a déjà une impression d'un fourmillement, là sur le climat, c'est vraiment pas possible humainement de traiter toute cette information. Et donc à un moment donné, s'arrêter, regarder dans le rétroviseur et se dire ok, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui s'est vraiment consolidé et qu'est-ce qui reste à la marge du puzzle, c'est quelque chose d'important. Et c'est pas parce qu'il y a des marges qu'on comprend pas que le cœur n'est pas compris. Et ça, c'est vraiment extrêmement important d'expliquer aussi que la science se fait par un débat sur ces petites choses à la marge. C'est ce qui permet de construire les choses et de les faire de manière solide. Quelqu'un fait une hypothèse, quelqu'un d'autre va dire non, moi mes observations ne permettent pas de valider cette hypothèse. Quelqu'un d'autre va mettre en place un protocole pour voir si on peut valider, invalider. C'est comme ça que la science avance. C'est pas parce qu'on a ces débats entre nous qu'on comprend rien. En fait, c'est comme ça qu'on vient consolider. Mais ça, c'est pas toujours bien compris. Et du coup, quand c'est sorti et déballé devant le grand public sans être expliqué, je vois, par exemple, Le Monde, le lendemain de la parution du GIEC, faisait une double page sur le GIEC et un encart sur une publication qui parlait de l'effondrement possible du Gulf Stream. C'était une publication. Le GIEC avait analysé l'ensemble des publications sur les 8 dernières années et disait quelque chose qui était différent. Mais il n'y avait pas de mise en perspective de la différence d'une publication où nous-mêmes, chercheurs, on a intérêt, bien sûr, à challenger un peu ce qui est dit dans le GIEC parce que, éventuellement, ça permet de passer dans une publi dans Nature et que nous-mêmes, nos reconnaissances de carrière sont aussi sur cet aspect spectaculaire. Donc, nous aussi, on nous met en concurrence un petit peu pour faire un peu de buzz. Mais en réalité, tout ça nuit aussi à l'appropriation par les citoyens de ce qu'est la science. Et c'est dommage parce que, comme disait Franck, ça permet aussi de faire rêver les gens, de dire il y a encore des inconnus, il y a encore des incertitudes. Et donc ce rapport, il existe pour le GIEC. Il y a un équivalent, Franck, tu vas être content, sur la biodiversité par l'IPBES qui sort aussi des rapports maintenant, puisque la crise de la biodiversité, c'est l'autre grande crise aussi importante que la crise climatique dans son aspect irréversible à l'échelle de nos générations. Donc l'IPBES fait la même chose, mais je pense que tous les domaines scientifiques devraient avoir comme ça quelque chose où tous les 7 à 10 ans, on regarde ce qui s'est consolidé, ce qui reste encore à la marge et comment on peut y répondre. Parce que c'est aussi une chance, même quand ça n'est pas quelque chose qui a des enjeux sociétaux, pour la science, pour ensuite avancer plus vite et mieux quand déjà on sait ce sur quoi on est d'accord ou pas. Ce sera le mot de la fin. Je suis navrée, on n'aura pas le temps pour des questions. On s'est laissé prendre par le temps. C'était très dense, il faut dire. Mais merci à tous les quatre d'avoir réussi à combiner l'imaginaire et la science.